Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos héros d'enfance? Et ils portent quelle voix ces héros? Des voix anglaises, des voix japonaises? Ou est-ce qu'ils portent la voix française? Moi, mon héros d'enfance, par exemple, c'est Sangoku. Et quand je l'entends parler, j'entends la voix de Brigitte Lecordier. Si ça avait été à la place de la voix de Brigitte Lecordier, une IA, une intelligence artificielle, j'aurais peut-être pas eu tous les souvenirs que j'ai. Je me souviendrais peut-être pas du ta-na-na-na-na que Brigitte Lecordier fait avec Sangoku. Mais c'est génial, Brigitte spoil déjà l'arrivée parce que évidemment aujourd'hui on parle de IA et doublage et aujourd'hui on reçoit donc Brigitte Lecordier. Salut Brigitte. Salut à tous. Alors, je vais quand même te présenter, mais on ne te présente pas. Tu es une doubleuse de légende parmi les quelques rôles qu'on peut citer, mais on ne peut pas tous les citer. Il y a, comme je le disais, Sangoku, Sangohan, Oui, Pipoudou. Je vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a beaucoup. Petite mort aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Petite mort avec la série de David Mourier. Et à tes côtés, on est en présence de ton fils, Louis. Salut Louis. Salut. Salut à tous. Toi aussi, tu es doubleur, Louis. Tu as doublé notamment Bambi, que je retrouve. Tu as aussi doublé Monster House, non, c'est ça? Monster House, ouais, je fais le petit personnage principal. Je fais aussi Plume, le petit ours polaire peut-être dans les dessins animés. Mais c'est il y a très longtemps que j'ai fait plein de trucs et maintenant je reprends depuis quelques années. Et par ailleurs, toi et Brigitte, vous avez notamment co-dirigé la version française de l'animé Free Run. Absolument. Oui. Et ensemble, par ailleurs, le dernier élément, c'est que vous bataillez pour que l'intelligence artificielle dans le métier de doubleur soit régulée, qu'il y ait une législation autour de ça. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Oui, merci. Pour ma première question, je vais littéralement me faire l'avocat du diable. Oui. Le doublage français, ça repose quand même sur une version originale, anglaise, japonaise. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on y perd si on le fait par IA ? Eh ben, la langue française. Parce qu'en fait, ça sera traduit par l'IA, qui parle pas forcément très bien notre langue. Et puis, tu y perdras l'âme d'un humain. C'est-à-dire que une IA, elle ne recrachera en plus que des choses qui ont déjà été faites. C'est-à-dire des voix qui ont été aspirées par l'IA générative pour pouvoir la recracher comme elle veut. Donc ça sera peut-être déjà ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre que tout le monde trouve insupportable qui sera régénérée par cette IA. Enfin voilà. Non mais pour rester sérieux, un dessin animé, c'est bien sûr c'est un dessin, bien sûr c'est de la musique, mais c'est aussi des voix, du son et des humains, voilà. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération, on en publie chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est enregistrée en direct, donc si vous voulez parler avec nos invités, eh bien rendez-vous sur Twitch. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, tu vois, pour moi, une IA, c'est vraiment des opérations statistiques. En fait, c'est une sorte de boîte noire avec des paramètres dedans. Tu rentres quelque chose, tout ce que tu es allé prendre sur le net, et puis ça te ressort quelque chose avec ces paramètres qui ont été un peu modifiés par l'apprentissage de la machine. Et en fait, c'est statistique, c'est moyen. Et en fait, par définition, il n'y a pas les accidents qu'il y a quand on est avec des comédiens en tournage, en doublage, et que c'est des gens qui se sont levés le matin, qui avaient leurs problèmes perso, c'est ça. Les choses de tous les jours. Les émotions. Leurs émotions, le caractère. Leur caractère, aussi leurs expériences artistiques derrière, voilà, leurs inspirations. Tu sais, nous, quand on a été choisis aussi pour faire des personnages, c'est parce qu'on a fait des essais et que on pense qu'on colle le mieux au personnage en question ou au comédien ou à la comédienne en question. Et donc, on nous a choisis parce que on pense qu'on va apporter quelque chose de ou semblable ou proche ou quelque chose qui va venir de nous, qui va nourrir cette image ou cette personne. C'est exactement tout ça que je voulais évoquer avec vous quand on en a parlé, parce que j'ai discuté un petit peu avec Brigitte et Louis avant de faire cette discussion. Ouais. Le truc qui m'a marqué, c'est que le comédien, il apporte ce supplément d'âme, ce supplément d'humain. Est-ce que vous avez des exemples où, quand vous avez façonné les différents rôles que vous avez joués, vous avez apporté ce que vous êtes dans le rôle ? Je pense que tous les rôles qu'on joue, forcément, on apporte ce qu'on est. La façon de parler, le rythme, tout en respectant le rythme de l'autre, parce que
au doublage, justement, on est sur du rythme, sur un jeu de quelqu'un d'autre. On joue pas nous. Sur le dessin animé, c'est un peu plus particulier. Notamment, tu parlais de Dragon Ball. Un animé, il est fait d'images. Cette image, elle a un rythme fait par la main du dessinateur. Et en général, ça a été calé sur une voix, notamment le japonais. Et si tu voulais dire en français ce qui se dit en japonais, en fait, il faut beaucoup plus de mots. Donc, dans ce cas-là... Généralement, t'as à peu près 50% de mots en plus en français qu'en japonais. L'adaptation, elle est assez complexe, quoi, finalement. Et du coup, comme il y a énormément de mots en plus, il faut pouvoir les dire, les jouer. Du coup, tu vas pas jouer comme en japonais. Et si tu mettais une IA sur exactement l'image japonaise, en fait, t'aurais pas assez de temps pour dire tout ce que tu veux. Donc, tu tronquerais le texte. Tu vois, il y a ça aussi. Je vais soulever un petit commentaire que j'ai vu dans le chat Baptiste. J'ai pu apercevoir Brigitte Lecordier au Geek Days de Rennes avec son interprétation de Luffy en mode oui, une personne passionnée, humaine, d'une extrême gentillesse. Merci d'avoir bercé mon enfance avec Bonnie et Petit. Merci. Merci. Et puis c'est super. J'ai la chance d'aller en convention presque toutes les semaines, enfin 2-3 fois par mois. Et je parcours la France et l'Europe grâce à ma voix. Et je rencontre du coup les gens qui ont grandi avec ma voix et qui grandissent encore avec ma voix et qui m'accompagnent dans ce chemin autour de la voix et du doublage. Et là, justement, ça suscite énormément d'émotions. Et les gens me disent à quel point nos voix, notre travail, les ont accompagnés, les ont inspirés. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont profs de japonais ou qui travaillent au Japon ou qui sont même partis vivre au Japon grâce à nos animés. T'as des gens qui ont appris à lire grâce à Oui Oui. Etc. Tu vois. Et c'est génial. Ça montre à quel point en France on a quand même une culture du doublage et un amour pour nos doubleurs en France. C'est marrant parce que je te suis pas mal en convention en fait finalement. Je m'occupe un peu de l'emploi du temps aussi, un peu des réseaux de temps en temps de Brigitte. Et moi je vois un peu les gens de l'extérieur, tu sais, quand je les vois aller la voir en dédicace, etc. Et vraiment on voit les regards d'adultes qui d'un coup au moment où ils passent le ruban pour aller en dédicace avec Brigitte, se transforment en enfants de 4 ans et demi. Et là, ils retombent en enfance littéralement, quoi. C'est vraiment des gens qui se mettent parfois à pleurer ou à retomber dans des moments de leur enfance que leur rappelle Dragon Ball. Et là, tu vois, ce week-end, j'étais à Japan Expo Marseille et j'étais avec les organisateurs de Japan Expo qui sont des grands fans de Dragon Ball, qui ont justement pensé à Japan Expo parce qu'ils étaient des grands fans de Dragon Ball et qu'ils avaient envie de continuer de découvrir cette culture japonaise et de découvrir le doublage, les voix françaises qui les avaient tellement transportés quand ils étaient petits. Et ça a créé des liens. Ça fait peut-être maintenant, 40 ans qu'on se connaît. Et c'est chouette. Mais Thomas me disait que il n'y aurait pas Japan Expo s'il n'y avait pas eu Thomas Dragon qui est, Ball. Du coup, le créateur de Japan Expo. Ouais, oui, exactement. Thomas Sirdet. Il n'y aurait pas Japan Expo s'il n'y avait pas eu Dragon Ball et s'il n'y avait pas eu nos voix, quoi. Aussi bien celle d'Éric que Patrick, que la mienne, etc. Parce qu'il est extrêmement attaché à nous et à ce qu'on a représenté. Et puis, Goku Petit, pour eux, c'est leur petite Madeleine. C'est un passionné, il connaît tout par cœur en plus. Hein. Il connaît tout par cœur, mais du coup, eux, ils connaissent le Japon par cœur. Ils connaissent la culture japonaise par cœur et ils la font connaître au monde entier. Et ils parlent japonais couramment, voilà. Et justement, si on parle de ces rôles, tes grands classiques, donc évidemment Son Goku dans Dragon Ball, pour comprendre tout ce que l'IA ne peut pas faire dans le doublage, toi, si on prend cet exemple précis de Son Goku, quand on te le présente la première fois, comment est-ce que tu lui dis, ce petit personnage qui parle japonais, je vais lui donner vie en français, comment est-ce que tu le fais ?
Eh bien, en fait, tu sais, c'est simple. Nous, on nous propose un rôle en nous mettant dans des essais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a le directeur artistique ou le doubleur, c'est-à-dire nos patrons de doublage, qui ont pensé à nous pour ce rôle. Et ils ont pensé à moi en disant, tiens, un petit bonhomme comme ça pourrait bien coller avec la voix de Brigitte. Et je pense qu'on était 3, 4, 5 à faire les essais sur Sangoku. J'ai été choisie, je ne sais pas sur quels critères, mais peut-être certainement avec ma nature. Parce que lorsque j'ai rencontré mon homologue japonaise, on en parlera peut-être plus tard, quelques années plus tard, au Japon, je me suis rendu compte qu'elle avait exactement la même nature que moi, la même énergie, la même rigolade en permanence, et on s'est hyper bien entendu. Et je pense que ces caractères-là, c'est important, c'est ça aussi l'humain, tu vois. Et quand tu dis, qu'est-ce que l'IA n'aurait pas pu apporter ? Par exemple, ce nuage magique qu'on me demande à corps et à cri tout le temps, dans toutes les conventions, en disant « Brigitte, fais-nous un nuage magique », il n'existerait pas, parce qu'il n'existe pas en japonais. Donc, la traduction japonaise n'aurait pas écrit nuage magique. D'ailleurs, au début, il était supersonique. Et aujourd'hui, il reste malheureusement Kinto-un. Parce qu'on a repris le mot japonais, je ne sais pas pourquoi, sur quels critères. Il me semble, les premiers Kamehameha, il y avait eu des vagues déferlantes. Et les premiers Kamehameha, la traduction approximative de Kamehameha, effectivement, c'est une vague forte. Et ça avait été vague déferlante. Mais t'imagines, moi, quand je devais dire vague déferlante, toi, c'est moche. Et je disais, il y a quelque chose qui ne va pas, toi. Mais on le disait, mais ça me plaisait pas. Alors qu'en japonais, c'était tellement fort ce qu'elle faisait, Masako Nozawa. Je disais, Et un moment, je demande à mon directeur artistique, qui faisait aussi Tortue Géniale, Pierre Trabot. Ouais. Je demande à Pierre, je dis, mais pourquoi on garderait pas le cri? Je pensais pas que ça voulait dire quelque chose. Le cri que la comédienne fait en japonais. Et on a gardé Kamehameha. Et quel bonheur de l'avoir fait. Parce que c'est devenu mythique. Et puis, c'est chouette. On le retrouve dans les mangas papier. Parce que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas le manga papier en France. Donc, on ne savait pas sur quoi on pouvait s'appuyer. Toi, effectivement, peut-être que j'aurais dit Kinto-un à l'époque, sauf qu'on aurait traduit malgré tout, parce que Kinto, c'est son nom et Un, c'est le nuage. Donc, on pourrait pas dire nuage Kinto, ça serait idiot, quoi. Et il est très joli, ce nuage magique, j'y tiens beaucoup. Mais si on rentre concrètement, pourquoi tu disais que nuage magique n'existerait pas si tu n'avais pas été là? Pourquoi concrètement? En fait, parce que c'est un jour, j'étais avec Éric Legrand qui fait Vegeta et on se donnait des petits challenges comme ça à faire de temps en temps. Et puis, on avait le petit... qui coupait, c'était des coupures pub. Et Eric me dit, ça, par exemple... On les a encore maintenant sur les nouvelles éditions de DVD. Je crois que tout est raccordé. Et du coup, on entend la petite musique. Ce petit truc, cette petite pastille animée avec le petit... Et Eric me dit, ça, jamais tu pourras le placer quelque part de façon intelligente. Parce qu'il fallait que ce soit intelligent. C'était comme un défi entre doubleurs. Un petit défi carrément, entre nous, un petit jeu. Et on avait 20 ans, hein. On a le droit de s'amuser. Et puis notre travail, c'est jouer. Alors on joue. Et un moment, il y a Goku qui part sur son nuage, qui l'appelle. Et je demande à Pierre, je dis, attends, je vais le refaire. Et je fais nuage magique. Et là, il me fait c'est trop bien, on le garde. Et t'imagines, 40 ans après, on me redemande ce petit nuage magique. Merci, Eric. Et c'est grâce donc à ce petit supplément de qui tu es qu'on a ce moment iconique de doublage en France. Oui, c'est parce que je suis moi, parce que j'aime bien aussi rigoler, m'amuser, remplir les choses que je fais de tout ce que je suis et que les comédiens autour de moi sont pareils. Ce qui fait que il y a des accidents, il y a des créations, il y a des trucs. Il y a quelqu'un qui donne une réplique et tu dis pas ce qui est écrit parce que il y a un autre truc qui te vient à l'esprit et c'est génial. Voilà, il faut le garder.
Je vais aller chercher une question de Stéphane Keldan dans le chat. Que pensez-vous d'utiliser l'IA pour reproduire la voix de l'acteur dans une autre langue et la caler sur le texte et le jeu du doubleur, donc le principe du deepfake. On avait notamment, je crois, l'exemple de Zendaya, je crois, qui avait été doublé par IA de manière Absolument. pour je sais plus quel film. Nous, ce qu'on en pense, c'est que souvent, c'est déjà extrêmement mauvais. C'est vrai. C'est que finalement, on n'a pas Ça apporte pas grand-chose. L'argument derrière ça, c'est de se dire, on trahit pas l'interprétation originale, mais je trouve qu'en fait, ça la trahit carrément, parce que ce qui va se passer dans la langue du deepfake, de traduction, c'est souvent très très mauvais. Et même si ça finit par être bon, tous les petits accidents dont vous parlez là, un petit mot qui va changer, une petite façon de parler un petit peu sur la langue de oui-oui ou d'un comédien, et ça fait que c'est vivant. Alors que l'IA, par essence, ça n'est pas vivant. Donc moi, c'est l'argument artistique, il est là pour moi, quoi. C'est vraiment. Et il faut pas oublier que le doublage, c'est pas une traduction. Voilà. C'est une adaptation. Donc évidemment, il y a une langue au départ. Mais entre-temps, il y a eu une traduction, effectivement, et puis une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain, il y a un auteur qui est venu et qui a calé un texte écrit très bien en français, qui veut dire exactement la même chose que la traduction, mais qui n'est pas dite de la même façon parce qu'il y a les labiales. Donc, on va ouvrir les bouches au même moment que le personnage, on va fermer en même temps, on va respirer en même temps. Ça va nous donner le rythme, d'où le nom de cette bande qui passe sous l'image qui s'appelle bande rythmo. Et ça, c'est aussi du respect d'une langue qui est la langue française. Et c'est aussi bien faire parler les gens, parce que si tu prends un texte japonais, par exemple, pour prendre, ou anglais, et que tu fais juste une traduction et que tu le mets dessus, tu le colles dessus, ou tu fais parler par une IA par-dessus, eh bien, en fait, déjà, au niveau des labiales, ça correspondra pas. Et au niveau du langage français, ça ne correspondra pas parce que c'est juste une traduction brute. Oui, il y a plein d'exemples comme ça de traduction il y a aussi le travail de la traduction qui est important et aussi l'adaptation à la culture française. Absolument. Je prends un exemple très concret. Dans certains animés japonais, les voix de personnages qui ont 12, 13, 14 ans sont parfois doublées par des voix très vieilles, très adultes, très rauques. En France, on fait pas ça. On n'a pas du tout les mêmes codes. Parce que c'est des codes de jeu. C'est comme en Japon, les femmes au théâtre, elles sont jouées par des hommes. T'imagines ici, si les femmes étaient jouées par des hommes, on dirait mais pourquoi vous prenez pas des comédiennes ? Eh bien, c'est la même chose. On n'a pas les mêmes codes de jeu parce qu'on n'a pas les mêmes traditions. Eux, ils viennent du kabuki. Nous, on vient du théâtre de Molière. Et la commedia dell'arte. Et du coup, la commedia dell'arte, elle est sans les mots, mais le théâtre de Molière, il est avec les mots et une sacrée langue. Et cette langue, notre métier de doublage permet de la développer, de la faire connaître, de la transmettre dans le monde entier, dans tous les pays francophones ou non. Parce que, évidemment, la version française, elle est écoutée en France et dans les pays qui parlent français, mais elle est aussi écoutée ailleurs parce qu'il y a des gens curieux, comme nous, on écoute en anglais, comme on écoute en japonais, etc. Aujourd'hui, c'est possible. C'est ça qui est génial. Tu sais, quand on a préparé l'interview, je t'ai beaucoup parlé, je pense, d'un film en particulier. C'est pour moi The Mask, par exemple. C'est vraiment typiquement l'exemple de ça. C'est que vraiment l'adaptation est excellente. Dans le sens où vraiment, si tu avais traduit les blagues américaines en français, tu vois, en traduction littérale, ça aurait parlé à personne. Personne n'aurait compris de quoi ça parle. Personne n'aurait compris en fait, ça aurait pas du tout eu le même tempo, le même sens. Et vraiment, le fait que ça soit extrêmement bien écrit, qu'il y ait des petites modifs au dernier moment aussi, des gens qui ont fait le doublage en se disant « Ah, mais là, ça serait marrant de dire ça, clac, clac, et tout. » Et franchement, ça donne une œuvre qui est, pour moi, un des meilleurs doublages que... Enfin, je pense que c'est un de mes doublages préférés. C'est Emmanuel Curtil qui fait Génial
comédien. Jim Carrey dans ce film. Et voilà. Et c'est clair que sur The Mask, moi je me souviens d'un exemple très concret, une scène que j'ai toujours gardée en tête où t'as l'officier Hipkins, je crois. Oui. C'est ça. Stanley Ipkiss. Non, c'est le personnage principal. Ouais, c'est ça. Mais l'officier de police qui lui dit freeze, donc en anglais arrête-toi, machin. Et The Mask se met à se geler. Voilà. Et freeze en anglais veut dire se geler. En français, on peut pas la traduire ça. On peut pas juste faire freeze. Je sais plus comment ils avaient fait. Il avait dit pars, arrête-toi ou je te refroidis. Oui, et là il c'est s'arrête, ça. il fait refroidi. Voilà, ça c'est une masterclass. Oui, tu vois là, une traduction ne pourrait pas là, ça serait ridicule, ça serait raté. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des adaptateurs. Et vous avez d'autres exemples comme ça dans votre travail à vous deux doubleurs où effectivement vous avez dû adapter dans votre jeu, dans vos choix d'acteurs, de comédiens, quelque chose qui n'était pas qui est dans une autre langue, une autre culture, pour l'adapter à notre culture française. Oui, ça nous arrive souvent, bien sûr. Par exemple, lorsque j'ai doublé Ranking of King. Ouais. Je doublais un petit roi sourd-muet. Et juste, on a de la chance parce que tu es venu avec des mangas de différents trucs que tu as doublés. Je peux les montrer. Et donc, il y a notamment Ranking of Kings. Le petit Ranking of King. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer le petit Bodji. Et c'est vraiment une chance. Et d'ailleurs, j'ai eu un prix à Tokyo d'interprétation. C'est l'histoire d'un petit prince sourd-muet, en fait. Qui doit devenir roi, mais personne lui fait trop confiance, personne ne croit en ce petit gamin qui parle pas et qui doit faire quand même des discours. C'est un hymne à la différence. Et puis, mon meilleur ami, c'est une ombre. Une tache. C'est une tache. T'imagines le mec qui a pitché ça qui a eu les sous pour faire un manga et un animé. Et c'est Alexis Thomasian. Oui, c'est Alexis Thomasian qui est pareil, un génial comédien que je connais depuis qu'il est tout petit. Et ce petit Bodji, justement, pour s'exprimer, il n'a que des voyelles, puisqu'il ne peut pas... Mais avec l'enfant, en plus. Mais après, avec une voix d'enfant. Donc, comment je vais dire, il faut coller à l'image, bien sûr, mais il faut exprimer ce qu'il exprime. Parce que lui, il dit, moi, je veux être roi. Moi, je suis différent, mais c'est pas pour ça que je vais me laisser faire. Alors, au début, il se fait dépouiller, il rentre chez lui, là, tous ses vêtements sont toujours volés, tout ça. Il déprime totalement et cette petite flaque va lui remonter le moral et lui dire, il faut se battre, il faut aller au bout, tu vas pas te laisser faire. Et il décide de pas se laisser faire. Et donc, il va faire des discours. T'imagines si on avait dit à une IA, tiens, prends le truc japonais, et puis tu vas mettre en français. Alors là, je serais curieux de savoir ce qu'il aurait fait. Et je pense que ça n'aurait pas du tout l'âme que tu as donnée là-dedans. Et puis, ça serait, c'est un truc que j'aimerais bien essayer de faire, de demander à une IA, crée-moi une voix de sourd-muet. Comment mon personnage pourrait parler. Exister. Mais voilà. Et en japonais, eh bien, justement, c'est une comédienne aussi qui lui a prêté sa voix et qui parlait avec des sons japonais que nous, on n'a pas forcément. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'ai choisi de dire tout avec des voyelles. Je parle que avec A-E-I-O-U. Comme quoi, il y a de l'adaptation même quand il n'y a pas de parole. Voilà. Et du coup, ça donne quelque chose de crédible et on comprend ce qu'il dit. Et je prends les finales d'Alexis de temps en temps pour comprendre que je réponds bien à sa phrase. Oui, les sons. Et ça marche, ça fonctionne. Et dans les éléments que l'IA ne pourrait pas reproduire, on avait parlé avant-hier quand on a discuté sur Sangoku aussi. Je crois que tu m'avais dit que tu l'avais fait un peu plus naïf que dans la version originale. Et par ailleurs, tu l'as aussi fait grandir. Absolument. Alors, bien sûr, je l'ai... au début, tu sais, on n'avait pas le manga, donc on ne savait pas si c'était un petit enfant ou un petit singe, de quoi il s'agissait, etc. Donc, j'ai entendu Masako Nozawa qui joue de façon très japonaise, donc très guerrière, très gutturale. Pour un tout petit bonhomme comme ça, je trouvais que c'était mignon, mais je me disais, moi, je peux faire plus mignon. Et effectivement, ma proposition était plus tendre, plus mignonne.
sur Goku petit. Effectivement, je l'ai fait grandir jusqu'à l'adolescence. Et puis après, c'est Patrick Borg qui a pris le relais. Et je crois d'ailleurs, tu m'as dit, c'est toi qui a proposé que Patrick Borg reprenne. En tout cas, que le doubleur change. Oui, c'est ça. À un moment, c'était la fin de Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, c'est vrai Goku devenait un vrai homme. Et sur Dragon Ball Z, j'ai eu raison parce que c'est vraiment un homme. Et t'imagines ma voix dessus, ça serait bizarre quand même qu'un homme il parle comme ça, quoi, tu vois. Oui, moi je veux bien, mais quand même, je fais quand même des Kamehameha, mais pas comme mon père, quoi. Et toi, ça serait bizarre. Et le fait d'avoir choisi Patrick, passer le relais à Patrick, je trouve ça très sain. En tout cas, dans notre culture, ça fait bizarre. Dans notre culture, bien sûr. Alors qu'au Japon, Masako continue de faire Goku grand. Oui. Et elle le fait encore aujourd'hui. Et à 87 ans, c'est génial. Ouais, c'est vrai que ça passe, mais c'est étonnant. Au Japon, il y en a plein d'exemples comme ça. Mais parce que c'est leur culture. Et je me pose une question, typiquement sur Sangohan. Parce que Sangohan, et tu l'as pris, il était tout petit, mais il devient Sangohan ado. Bon, on dit qu'il est ado, mais dans la saga Cell, il a 10 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment un ado. C'est ça. Et tu l'as fait évoluer aussi? Oui, bien sûr. Oui, parce que en fait, la première fois que je l'ai découvert, c'était à Tokyo. Au Japon, avec mon homologue japonaise, où on a fait la première scène de Dragon Ball Z. Tu te rends compte la chance que j'ai eue. Et on l'a joué ensemble. Elle faisait Goku et moi, je faisais petit Gohan que je découvrais. Je me suis dit, chouette, il y a une suite. On pensait que c'était fini. Et voilà. Et je l'ai fait effectivement jusqu'à Cell. Et après, pareil. Il est trop grand, il grandit, et il devient vraiment un homme. Et c'est Marc Lesser qui a repris qui fait Joey dans Friends. Dans Friends. Voilà. Et c'est super. En plus, ce que j'aime bien avec Patrick, Marc et tout ça, c'est on avait déjà travaillé ensemble, tous ensemble, et ils avaient toujours fait mes grands frères, etc. Donc c'était marrant cette passation à mes frangins. Il y a un commentaire, notamment Anime Gates, qui dit « Le meilleur argument contre l'intelligence artificielle, c'est tout ce que Brigitte nous offre depuis plus de 30 ans, son interprétation, sa créativité, impossible d'atteindre son niveau. » Merci. J'espère bien que, voilà, et tu vois, tous les gens qui viennent nous voir tous les week-ends en convention nous prouvent à quel point les gens sont attachés à nos voix, à notre travail, à ce qu'on fait, et ça serait vraiment dommage de nous priver de ça. Et que c'est important que ce lien reste aussi, tu vois, qu'il y ait aussi quelqu'un derrière ces personnages, qu'on sache que c'est fait par de l'intelligence humaine, qu'on y met notre cœur et nos tripes, quoi, aussi, parfois. Et puis, être artiste, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas des machines. On peut pas nous remplacer. Parce qu'un artiste, pourquoi il est artiste? Il est artiste parce qu'il a besoin d'exprimer des choses. Et c'est un besoin absolu, c'est un besoin, il peut pas faire autre chose. Un peintre, il va être obligé de peindre toute la journée parce que sinon il va se sentir mal et c'est son expression. Un musicien, il va devoir faire de la musique et créer des œuvres qui vont voilà. Et nous comédiens, on doit jouer, on joue devant un public et on joue des personnages et ce qui est génial au doublage, c'est qu'on joue des personnages qu'on n'aurait jamais joué au théâtre. Donc, on joue encore plus, tu vois. On joue et on fait croire aux gens qu'on est celui qui parle. On joue et on fait croire qu'on est le petit personnage qui ressemble à un singe. Et c'est génial. On est vraiment dans la cour d'école et on joue à fond et on y met tout notre cœur et toute notre énergie, quoi. Je sais pas, quand on avait discuté ensemble justement de Ranking of Kings, tu sais, j'ai fait des petites apparitions, des petites voix, des méchants dans Ranking of Kings, dont une sorte de, je te jure, je suis arrivé en studio, j'ai halluciné parce qu'elle me dit bien, tiens, tu vois, tu vas faire un brigand et là c'est lui là, etc. Et je vois une sorte de baraque, un mec qui fait 2,50 m et qui est hyper costaud, avec une grosse voix et tout. Je me dis, c'est ça, c'est moi qui vais faire ça et tout. Et puis en fait, je me suis vachement marré. Et puis tu fais croire que ça marche et ça marche. Je te signale que je t'ai déglingué. Et en plus, je me bats contre elle. C'est ça le pire. C'est que je suis arrivé, j'ai tourné ça un jour après et je fais mais attends, je me bats contre le petit Boji. Et j'ai gagné. Et je me fais tuer. Elle m'a tué. Elle a tué son propre fils. Ouais. C'est honteux. C'est l'horreur. Ça permet aussi de soulever que la VF apporte même parfois des versions iconiques.
de différentes œuvres, notamment par exemple, vous avez travaillé sur Freerun, Oui. Ouais. et vous l'avez fait différemment de ce que c'est dans la version japonaise. Oui, alors je sais pas On était si un vous, peu obligés, en fait. connaissez Freerun. J'ai apporté aussi le manga qu'il faut lire absolument. Hein. Attends, je suis toujours à l'envers. Regarde Ouais. comme ça. Voilà. Hop. Non, mais ça y est. Regarde devant. Ah là, bah en comme plus, ça. ouais, ça fait le focus. Et Freerun, en fait, c'est un manga sur la magie et c'est très philosophique. Ça parle aussi de Sur le temps. l'éternité, Ouais. le temps. Mm. Qu'est-ce que le temps humain? Qu'est-ce que l'éternité? Est-ce que ça vaut le coup Est-ce ou qu'il faut pas? attendre les Est-ce qu'il trucs? faut- Est-ce que Est-ce qu'il faut faire se les lever ce choses matin? maintenant? Pourquoi on se lève le Ou- matin? Voilà. Ou est-ce qu'on peut attendre tout simplement? Est-ce Ouais. qu'on a du temps? Ouais. Et voilà, c'est génial. C'est philosophique, c'est magnifique. Le dessin est magnifique. La musique, elle est extraordinaire. Et la Ça, version... c'est vraiment un truc qu'on faisait quand on faisait le doublage de Freerun. On s'arrêtait. Tu sais, Pour écouter la en général, musique. on passe un peu d'une scène à l'autre pour aller. T'as un nouveau comédien qui arrive et tu dis bon, on va sur sa boucle, on va faire le truc, etc. Mais non, en fait, là, on s'arrêtait, on écoutait toute une boucle parce qu'il y avait de la musique et le sound design et les dessins étaient tellement magnifiques que franchement, c'était Ouais, tellement fier d'avoir participé à ça. c'est vraiment du luxe. Ouais. Enfin, je me sens très chanceuse d'avoir pu diriger Freerun. Et en plus, on m'a donné le temps qu'il fallait, le choix des comédiens, etc. Là, il n'y a pas eu d'essai. J'ai dénoncé mes camarades directement. On a dit on veut eux, ils sont trop bien. Et je suis contente du résultat. Et justement, en japonais, toi, quand on parle de la magie et quand on joue de la magie, en japonais, c'est très neutre, c'est très recto-tono et c'est très linéaire. On joue tout un petit peu pareil. Mais c'est une convention chez eux. Sauf que nous, on peut pas jouer comme ça. Et si j'avais dirigé Freerun exactement comme sur la même tonalité que le japonais, on m'aurait dit mais qu'est-ce que tu as fabriqué avec cet animé On s'endort tous ou tout on le a tous monde- envie de mourir à la fin de l'épisode. Et du coup, concrètement, vous leur avez demandé de faire quoi à vos comédiens? Eh bien, en fait, Freerun, je lui ai demandé d'avoir un tout petit peu plus d'énergie qu'en original, mais un tout petit peu. Et surtout, de n'avoir aucune empathie avec ce qui se passait autour d'elle et avec les gens autour d'elle. D'avoir une attitude autistique, tu vois, et de ne pas être touché par ce qui se passait, de ne pas rire aux blagues, de ne pas être ému, de sembler ne pas être ému. Et Voilà. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce Et que. Absolument. En fait, on a eu ça sur un peu tous les persos, même ceux qui sont un peu plus hauts en couleur, en fait, étaient quand même. Très neutre. Globalement neutre. Par exemple, Heiter, qui est fait par Bruno Meyer. Je me rappelle que la première session, il a dit « Ah là là, j'ai galéré à trouver le personnage, etc. » Mais en fait, non, on galère pas. C'est juste qu'on a travaillé ensemble pour que ça s'ajuste. Il et a puis fallu du temps. que ça Chacun, s'apprenne, on a voilà. pris du temps. Mais je trouvais que les résultats étaient incroyables parce qu'on a trouvé un curseur qui fait que ça sort pas de l'image. On a vraiment l'impression que Oui, c'est le personnage c'est ça. qui parle. Et en même temps, c'est plus vivant et ça correspond mieux à notre culture occidentale, en fait. Enfin, tu vois, ce Et truc. tu vois, par exemple, Heiter, qui est un curé, en fait, mais c'est un curé qui aime la vie, qui aime boire, qui aime faire la fête, etc. Donc, c'est pas l'image du curé qu'on a habituellement, etc. Et ben, en japonais, il est très, très neutre. Et bien, moi, j'ai demandé à Bruno de s'en amuser, de le faire vivre un peu plus et même la version l'adaptation nous a permis ça parce que elle a mis dans ses paroles, dans ses mots des choses qui nous permettent d'être un peu plus épicurien, Un peu de couleur, ouais. un peu de Ouais, couleur. Et c'était vraiment un grand bonheur que de diriger cette série. Quand je pense à des œuvres qui ont été adaptées en français, qu'on proposé une autre version, moi j'ai un exemple qui me vient direct. Enfin, j'en ai même deux. Nicky Larson Ouais. et Ken le Survivant, Oui. qui dans des versions originales sont hyper sérieuses. C'est, je crois, ce qu'on appelle du seinen en japonais. Donc c'est des œuvres pour un public beaucoup plus âgé, beaucoup plus sérieux, etc. Quand c'est arrivé en France, les doubleurs ont fait un travail beaucoup plus amusant, beaucoup plus marrant. Ils se sont marrés avec ça. Et donc en fait, ça fait quasiment comme s'il y avait deux versions du même Absolument. œuvre. Pour moi, Freerun, il y a deux versions de la même œuvre. J'adore la version japonaise, réellement, qui est magnifique et qui est très réussie. Et je suis très fière de cette version française. Je pense qu'elle est extrêmement réussie aussi avec cette bande d'artistes géniaux, quoi. Et
Et pour Ken le survivant et sur Nicky Larson, c'est un petit peu différent. C'est le contexte qui a fait que ça a été adapté différemment. Pourquoi ? Il n'y avait pas de manga. Déjà, il n'y avait pas de manga à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas. On n'avait pas cette référence-là. Et deuxièmement, ça s'adressait au Club Dorothée. Et au Club Dorothée, les enfants, ils avaient entre 8 et 10 ans. Et ça, on le savait. On les voyait le matin aller au Club d'eau parce qu'on enregistrait juste au-dessus d'eux. Et donc, nous, comédiens, on avait quand même une responsabilité par rapport à ça. Tu peux pas balancer n'importe quoi à des enfants de 8 et 10 ans. Et eux, ils se retrouvent devant ce produit qui est en fait pas fait pour les enfants au Japon, qui est fait pour les adultes. Je pense que l'adaptatrice avait adapté, mais en respectant le produit, donc en mettant exactement ce qui se passait à l'image. Ouais, c'était très dur, hein. Ken le survivant, c'était vraiment hardcore, quoi. Même pour les adultes, à l'époque, ça choquait fort. Et c'est vrai qu'en Europe, on avait vraiment l'habitude du dessin animé pour enfants. En fait, dessin animé, c'était synonyme de enfant. C'est juste qu'on ne distribuait jamais ça pour les adultes. Je crois qu'il y a eu peut-être Le Roi et l'Oiseau qui a été un petit peu plus orienté adulte. Un peu plus grand, mais malgré tout, c'était quand même pour les enfants. En européen, moi, je vois pas beaucoup de dessins animés qui ont été aussi orientés adultes que Nicky Larson. Voilà, et du coup, les comédiens ont commencé à s'amuser et dans leur jeu, un petit peu à l'histoire de Mon nuage magique avec Eric, mais eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Parce que je pense que ça le méritait. Et du coup, ils ont fait une version qui n'est pas du tout en relation avec la version originale, ou presque pas, mais qui est une version acceptable pour des enfants de 8 à 10 ans. Et ce qui est assez historique pour Nicky Larson, c'est que il y a un film français qui a été fait sur Nicky Larson et qui n'est pas un film français sur Nicky Larson de la version japonaise, mais qui est un film français de la version française de Nicky Larson. Ça, c'est dingue. Ouais, c'est quand même dingue. C'est dingue. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, ouais. Il a grandi avec ça. Quoi. Oui. Oui, et je le comprends. Et du coup, ça a fait mourir de rire les ados, parce que il faut se dire aussi que avant le Club Dorothée, tous les dessins animés, effectivement, c'était pour ce qu'on appelait les petits, les mioches, tu vois. Et d'un seul coup, avec Dragon Ball, avec Nicky Larson, avec tous ces dessins animés, moi j'ai fait Théo Labat de la Victoire, les Miyazaki qui commençaient comme dans Le Fils du Futur, etc. Ça parlait différemment. Et puis Rémi sans famille, Princesse Sarah, etc. Tu te rappelles, c'était des trucs qui racontaient des trucs horribles, en fait, vraiment sociétaux, durs à comprendre même quand t'étais petit. Et puis on avait ça à midi les zouzous, quoi. C'est ça. Et puis moi j'avais fait dans les Alpes avec Annette, où je faisais un petit garçon à qui il était arrivé tous les malheurs du monde, je me souviens. Mais voilà, et du coup les enfants, ils ont compris qu'on leur parlait normalement, en fait, qu'on leur cachait pas qu'il y avait des gens qui mouraient, qu'ils savaient que quand on mettait sa main dans le feu, on allait se brûler, que il y avait des choses un peu sexuées aussi. Oui. Jamais il y avait des choses comme ça pour les enfants. Avant, on parlait jamais de sexe ni de sexualité, quoi. Et toi, tout ça, et je pense que ça a été reconnu par cette génération en disant, on se moque pas de nous. On nous prend pour des gens. On ne nous parle pas comme à des débiles. Voilà. On nous prend pour des humains. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'IA remplace des humains.